Les Russes ont ici planté leur drapeau, mais la ville dont ils se sont emparés n'est plus que ruine. Nous sommes les premiers journalistes occidentaux à pouvoir entrer dans Krasnohorivka, depuis qu'elle a été prise par la Russie l'été dernier. La bataille, ici, a été l'une des plus féroces de la guerre, 4 mois d'intenses combats. Aujourd'hui, cette ville de 15 000 habitants est quasiment désertée. Des soldats russes et Valentina, qui ne compte plus les frappes. C'est tombé là. Et pas qu'une fois. Des frappes. Il y en avait, il y en avait. Le front s'est éloigné à une trentaine de kilomètres. Elle n'a maintenant qu'un espoir, pouvoir retourner dans cette maison qu'elle ne peut plus habiter. Tout a brûlé. Regardez les plafonds. Le mur entier a brûlé. Il est noir. J'ai essayé de laver, mais rien n'y fait. Il faut tout enlever et acheter des nouveaux matériaux. Et ce qui est nouveau, ça coûte de l'argent. Devant notre caméra, cette femme de 62 ans essaie de faire bonne figure, jusqu'à ce que nous lui demandions où elle vit. C'est la 4e année que l'on vit dans une cave. La 4e? Mais comment vous avez pu vivre dans une cave 4 ans? C'est comme ça qu'on vit. Elle veut tout de même nous montrer cette cave qui lui sert de logis à quelques centaines de mètres de chez elle. On a tout eu ici, même des soldats. Dans le Donbass, les habitants connaissent la guerre depuis 2014. Voilà, c'est là qu'on vit. Vous croyez que c'est possible que l'Ukraine revienne ici? Ça, je peux pas vous le dire. C'est sûr, espérons que non. Pourquoi? Combien de temps ça va encore durer? Combien? Ça fait déjà 10 ans, c'est la 11e année. Nous vivons au milieu de tout ça. Et ça devrait continuer. 10 ans de notre vie gâchée. Une détresse, partagée à l'autre bout de la ville par Lyudmila. Son logement aussi a brûlé. Elle vit depuis chez un voisin dont l'appartement a été plus ou moins épargné. Ça, c'est un éclat d'obus, d'une frappe. C'est dur de vivre ici? Ça va. C'est très bien. J'en peux plus. On est sans domicile, vous comprenez? À notre âge, on se retrouve à la rue et je ne vois ni mon petit-fils, ni mon fils. Ils sont où? De l'autre côté. Et il n'y a pas de téléphone. Je ne peux pas leur parler. Vous n'avez pas de nouvelles? Non. Depuis longtemps? Oui. Presque un an. Des familles déchirées, des habitants qui nous disent ne pas avoir les moyens d'aller vivre ailleurs. À Krasnohorivka, ils sont une centaine, sans eau courante, parfois sans électricité, tenant uniquement grâce à l'aide humanitaire russe ou ce jour-là de la Croix-Rouge. On voudrait avoir un peu de confort, dans la mesure du possible. Ne serait-ce qu'une brosse à dents et du dentifrice, et après nous avons les produits alimentaires. Des conditions extrêmement précaires, mais ici la russification, elle, est déjà en marche. En témoigne le passeport russe qu'a reçu cette femme. Ici, c'est la Russie maintenant. Il faut le passeport russe. Ce passeport russe lui est désormais indispensable pour toucher une pension de retraite. Dans toute la partie du Donbass qu'elle contrôle, l'armée russe quadrille le terrain pour bien montrer qu'elle se considère désormais ici chez elle. Le moindre abribus a été repeint aux couleurs de la Russie. À Volnovara, plus au sud, des immeubles ont connu le même sort. Le drapeau russe un peu partout, jusqu'au cimetière où des soldats russes sont désormais enterrés dans le carré d'honneur. Cette ville, nous l'avions découverte en 2022, dévastée. Les Russes venaient d'en prendre le contrôle. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. Viktor Leninsky est en train de refaire son toit avec sa famille. Prendre des professionnels, on n'a pas assez d'argent pour ça. C'est très cher. Avec sa femme, ils ont reçu une compensation qu'ils jugent décevante. Malgré tout, ils se disent farouchement pro-russes et ne veulent plus entendre parler de l'Ukraine.
On est comme des traîtres pour eux. Moi, je suis juste restée ici, chez moi. C'est pas de ma faute si le pouvoir a changé. Ici, bien sûr qu'il y a des Jdouni, des gens qui attendent le moment où ils reviendront, peut-être. On dit ici que ceux qui sont encore pour l'Ukraine sont partis ou se taisent. Et c'est vrai que plusieurs habitants n'ont pas voulu répondre à nos questions par peur de représailles. De ce côté-ci du front, la guerre fait aussi des victimes. Dans cet hôpital de Donetsk, les médecins nous disent que la majorité des blessés sont en ce moment des soldats. Nous avons interdiction de les filmer. Parmi les civils, des enfants. Yarik a 12 ans. Il est un peu angoissé à la veille d'une opération de la jambe. Il a été blessé début août, alors qu'il jouait avec des amis. Je n'ai pas entendu le drone arriver. J'ai été assommé, je suis tombé par terre. Mes 3 copains ont pu courir jusqu'à la porte et moi j'ai compris que je ne pouvais pas courir. J'étais couché, j'ai crié « Que quelqu'un appelle une ambulance !» Et ma mère est arrivée en courant. Et moi, je croyais qu'on allait m'amputer. M'amputer. Me couper les jambes. Les parents, justement, désarmés, ne savent comment protéger leurs enfants de la guerre. On espère bien sûr à chaque fois que tout ça s'arrête et que l'on reviendra à une vie paisible, sans peur. En ce moment, des partages de territoires sont évoqués. C'est important pour vous, ça ? Le plus important, c'est la paix. Que je puisse aller au travail calmement en sachant que les enfants sont en sécurité. Dans cette partie du Donbass désormais contrôlée par les Russes, les habitants nous disent ne pas croire que Vladimir Poutine rendra ces territoires que son armée a pris par la force.